Frédéric Lordon, ton dernier livre s'appelle La condition anarchique. Ce titre est peut-être un petit peu surprenant pour un certain nombre de tes lecteurs. C'est un livre qui parle des valeurs, et cette notion aussi, on la retrouve aujourd'hui présente de manière quasiment omniprésente. Les gens sont pleins de valeurs, pleins de convictions, pleins de certitudes. Quelle est l'anarchie que tu as trouvée, ou qu'entends-tu par anarchie derrière cette croyance spontanée dans ce qui vaut ? Bon, si on était un peu filou, on laisserait durer encore un peu le malentendu sur le mot anarchie. Mais les réputations faites à base de publicité mensongère, c'est pas une affaire, donc autant dissiper l'ambiguïté tout de suite. Et ici, le mot anarchie ne réfère en aucun cas à ce courant bien connu de la pensée, de la pratique politique qu'on appelle l'anarchisme, mais le mot demande à être lu vraiment dans sa littéralité étymologique. Anarché, ce qui n'a pas d'arché. Alors qu'est-ce que c'est que l'arché? L'arché, c'est le commencement, l'origine qui fait fondement. Et donc le titre même de la condition anarchique pose d'emblée une thèse qui est la thèse, non pas une thèse de science politique, mais la thèse d'une axiologie critique sur l'absence de fondement, l'anarché, l'absence de fondement des valeurs, c'est-à-dire en dernière analyse l'absence de valeur des valeurs. En effet, tout le monde se prévaut des valeurs, tout le monde a de la valeur plein la bouche, plein le discours, etc. Mais que valent réellement les valeurs? Et c'est là que le livre est un mauvais coup, puisque d'une certaine manière, il tire le tapis sous toutes ses revendications. Et il indique que tout effort de justifier absolument ses choix axiologiques, ses choix de valeurs, ne pourra jamais déboucher. Et qu'en réalité, il n'y a pas de valeur à proprement parler, mais il n'y a que des assertions valorisatrices qui s'affrontent les unes les autres. Alors justement, le mot valeur, tu viens de l'expliciter, mais celui qui est présent non seulement dans ce livre, mais déjà dans ton travail précédent, c'est celui qui est le maître directeur, le maître mot, le fil conducteur de ta réflexion, c'est affect. Non pas ce que nous valorisons a priori, mais ce que nous ressentons, ce qui nous est donné charnellement quasiment. Quel est le lien d'après toi? Et là, évidemment, il faudra peut-être dire un mot de ton philosophe préféré, Spinoza. Quel est le lien entre affect et valeur? Toute la question, c'est si les valeurs ne trônent pas dans une espèce de ciel platonicien des idées, si elles n'ont pas de fondement absolu d'où elles découleraient par une sorte de nécessité un peu mystérieuse, alors comment sont-elles formées? Comment sont-elles engendrées? Quel est le principe générateur des valeurs? Bon. Alors c'est là en effet que l'intervention de Spinoza est décisive et que je la tire à partir d'un énoncé qui est tout à fait central dans l'économie générale de ma démonstration, qui est un scoli de l'éthique, scoli catastrophique au sens propre du terme, c'est-à-dire qui opère un effet de renversement, puisqu'il dit ceci, en gros, je cite à peu près de mémoire, nous ne désirons pas une chose, nous ne la poursuivons pas, ne la voulons pas parce qu'elle est un bien, mais au contraire, nous ne disons qu'elle est un bien que parce que nous la désirons, la voulons, la poursuivons, etc. Donc effectivement, c'est un énoncé qui met sans dessus-dessous le rapport entre désir et valeur tel qu'on l'établit spontanément, puisque ça n'est pas la valeur qui préexiste et sur laquelle le désir n'aurait qu'à se régler, le désir n'aurait qu'à reconnaître la valeur préexistante. Au contraire, c'est le désir, et plus généralement l'affect, qui par ses investissements est l'opérateur, est l'instituteur de la valeur. Donc, pour le dire en résumé, il y a un pouvoir axiogénique de l'affect. Et s'il n'y a de valeur dans des choses qui, en tant que telles, nous dit Spinoza, sont insignifiantes et dépourvues de valeur, s'il n'y a de signification et de valeur dans les choses, ça n'est qu'à proportion des affects que nous y projetons, que nous y investissons. Et alors la chose vaut en quelque sorte au niveau élémentaire, mais également par passage au niveau social, puisque les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs en général, c'est des valeurs sociales. Et donc si les valeurs sont communes, c'est qu'elles sont soutenues par des affects communs. Bon, et tout le travail de ce livre, enfin toute une partie du travail de ce livre, est consacré à montrer par quel mécanisme passionnel collectif s'opèrent ces investissements qui sont générateurs de nos valeurs communes. On aurait pu aussi appeler ton livre « Comment la société tient-elle » et « À quoi la société tient-elle » puisque finalement,
ton hypothèse, c'est de dire que ce sur quoi repose la société, c'est une sorte de vide, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être démontré, mais ce vide est empli de nos désirs, d'une certaine manière. Alors, je voudrais qu'on prenne un exemple, parce que je crois que c'est la première fois que tu en parles aussi, de manière aussi développée dans ton travail. C'est ce qu'un autre philosophe que Spinoza, Pascal, disait des grandeurs d'établissement. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cette tendance que nous avons à considérer qu'il y a des grandeurs, des choses grandes, des personnes grandes, des êtres qui méritent plus de valeur que d'autres? Là, c'est vraiment le point où les pensées de Pascal et de Spinoza se rencontrent. Il y a sans doute quelque chose comme un habitus intellectuel du XVIIe siècle. Il y a toute cette tradition des moralistes, La Rochefoucauld, La Bruyère, etc. Mais sur ce point de la valeur, on pourrait faire endosser la thèse de la condition anarchique à Pascal, jusqu'à un certain point, bien sûr, hein, puisque chez Pascal, voilà, il y a Dieu, il y a le Christ qui sauve tout. Et en effet, ça m'a paru une ressource extrêmement puissante et utile, puisque ce qu'il faut dire également, c'est que l'ambition de ce livre, en quelque sorte, était de produire une théorie générale, c'est-à-dire transversale de la valeur. Une théorie de la valeur qui s'applique à tous les ordres de valeur, et même à des choses aussi distinctes ou hétérogènes que la valeur économique, la valeur morale, la valeur juridique, la valeur de la grandeur des hommes, la valeur des hommes, etc. En quelque sorte, il s'agissait de prendre au sérieux l'homonymie. Et alors, à propos de cet ordre particulier de valeurs que constitue la grandeur des hommes, la grandeur des personnes, effectivement, Pascal est d'une aide extraordinaire. Et je suis parti notamment de cet apologue qui ouvre les 3 discours sur la condition des grands, où un malheureux, après un naufrage, échoue sur une île, et les habitants de l'île croient reconnaître leur roi qui a disparu, voilà, et le siège de la royauté était vacant. Ce type déboule, et il est investi littéralement par l'affect commun, et par là même fait roi, alors qu'il n'a aucune propriété essentielle de la royauté, mais existe-t-elle? C'est bien ça la question qui est posée. Qu'il n'a rien fait pour conquérir cette royauté, et cependant il n'en est pas moins roi. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça donne en quelque sorte un cas pur de la grandeur. Tous les cas ne sont pas purs, mais celui-là, il fait référence par là même. Dans un cas pur dans lequel la grandeur d'un individu est entièrement produite par l'investissement collectif, l'investissement passionnel, l'investissement de la croyance, et ceci sans le moindre égard pour les propriétés substantielles de l'individu. Et c'est bien là tout le fond de mon affaire, hein, c'est d'en finir avec les théories substantialistes de la valeur. Et donc là, on en a une démonstration, alors bien sûr fictionnelle d'une certaine manière, mais qui ne cesse pas d'être corroborée par plein de courants de la philosophie, aussi des sciences sociales. Je pense en particulier à cette phrase d'Austin qui disait « Le président de la République est un fou qui se prend pour le président de la République, mais que tout le monde croit être le président de la République ». Donc ceci pour montrer la puissance de l'effet de croyance, la puissance de l'effet d'investissement désirant. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment, qui est tout à fait intéressant, qu'on retrouve dans d'autres œuvres, alors des œuvres de fiction. Je me suis servi en particulier de ce pape très bien nommé par Nanni Moretti, Melville, dans son Habemus Papam, qui est un pape, malgré lui, un pape à reculons, un pape contre son gré, et qui n'en est pas moins pape. Parce que tout simplement, il est saisi par la multitude, saisi par l'investissement affectif commun, et que cela seul suffit à le faire pape. Et ceci indépendamment de ses propriétés à lui, de son désir à lui, de son consentement en particulier. Donc on peut être grand sans chercher la grandeur, en quelque sorte. Il arrive aussi que certains la cherchent, mais ça c'est une autre histoire. Et la thèse philosophique, au fond, de ton livre, elle consiste à dire, tu l'as bien exprimé, que la valeur des choses ou des êtres, elle est proportionnelle au désir qu'ils portent sur eux, ou par ailleurs, ou de manière contradictoire, aux aversions dont ils font l'objet. Mais alors évidemment, la critique que l'on pourrait adresser à la condition anarchique en général, au fait que nous vivons, au fond, au-dessus d'un vide normatif, c'est la critique du relativisme. Si toutes les valeurs sont référées à des affects, qu'est-ce qui nous permet alors, d'après toi, de distinguer entre des affects qui seraient politiquement, par exemple, valorisables, si j'ose dire, et des affects qui, par ailleurs, devraient être combattus? C'est vraiment une question très difficile. Souvent, des lectures rapides accusent la philosophie spinoziste de relativisme sur la base du Scoli dont nous avons parlé tout à l'heure. Spinoza est-il relativiste? Évidemment non.
Spinoza affirme que quelque chose vaut vraiment. Donc son diagnostic de relativisme ne vaut que dans un certain régime de l'existence humaine qu'il appelle la servitude passionnelle, mais qui n'est pas le seul possible, même si en réalité c'est celui auquel pour l'essentiel nous sommes condamnés. Mais ça n'empêche pas que quelque chose puisse être affirmé absolument. Qu'est-ce que Spinoza affirme absolument? Il affirme la valeur suprême de la raison. Il affirme qu'il existe un souverain bien, que ce bien c'est la raison qui fait connaître, et qui fait connaître en rapportant tout ce qu'il y a à connaître à l'idée supérieure de Dieu. Bon, sous l'espèce de la connaissance du troisième genre. Alors, ceci dessine une sorte d'idéal. Alors, un idéal un peu paradoxal, puisque c'est une espèce de valeur supérieure ou de métavaleur, mais qui a pour propriété d'abolir l'ordre de la valeur, de liquider les problématisations en termes de valeur, puisque, montre Spinoza, si les hommes étaient des sages, ils pourraient se passer de lois, d'États, d'institutions, et ils abandonneraient séance tenante les catégories du bien et du mal, dont Spinoza nous dit qu'elles n'ont rien de positif. Donc ils vivraient dans un autre monde mental que celui qui nous habite, qui est saturé de toutes ces problématisations en termes de valeur. Ils vivraient une sorte d'au-delà de la valeur. Alors, est-ce qu'on peut rapatrier cette problématisation spinoziste dans notre monde à nous, qui est celui de la servitude passionnelle, pour nous servir de guide dans l'action pratique, dans nos valorisations particulières, pas seulement celle des institutions politiques, mais celle des œuvres, par exemple? Alors ça, c'est une question que le livre aborde, mais qui nécessite un mouvement de pensée assez compliqué pour substituer à toutes les problématisations ordinaires de la valeur quelque chose d'autre, et qui est de quel ordre? Qui est de l'ordre de la normativité immanente de la puissance, puisqu'en définitive, c'est toujours ça la grande solution spinoziste. Nous vivons dans un monde de normativité transcendante, ce monde est imaginaire, il est illusoire, il est faux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque part un monde sous la gouverne d'une autre norme, mais d'une norme particulière, qui est la norme de la puissance. Par conséquent, des œuvres, par exemple, on ne dira plus qu'elles sont belles. Ça, c'est vraiment le type de jugement valorisateur qui procède de la grammaire axiologique ordinaire. Mais on les interrogera sous un autre rapport qui est celui de leur puissance, c'est-à-dire de leur capacité à nous empuissantiser au sens que Spinoza donne à ce terme, c'est-à-dire non seulement de cheminer vers la raison, celle de la connaissance du troisième genre, mais également à titre d'objectif intermédiaire. Nous empuissantiser, c'est nous induire à faire des liaisons. C'est compliqué la notion de puissance chez Spinoza, elle n'est pas explicitement définie, mais on a un certain nombre d'attributs, de propriétés qui nous permettent de la cerner, et la capacité à faire des liaisons est un indice de la puissance. Alors les grandes œuvres, par exemple, les grandes œuvres grandes au sens de la puissance, et non plus au sens de l'esthétique, les grandes œuvres sont celles qui nous font faire énormément de liaisons, dont on n'a jamais fini de les utiliser pour lier toujours plus loin nos idées. Bon, alors ça, là aussi, on a un critère philosophique qui rejoint également une sorte de critère pragmatique, qui est celui de la décantation de l'histoire. Les grandes œuvres sont sanctionnées par le temps, et si elles sont sanctionnées par le temps, c'est que précisément leur capacité à nous faire des liaisons n'en finit pas d'opérer et est loin d'être épuisée. Donc la condition anarchique, c'est pas ce qui nous condamne à l'impuissance, c'est ce qui permet d'une certaine manière d'agir, précisément parce que nos valorisations peuvent être aussi des exercices de puissance. Absolument, et c'est le premier pas pour sortir de l'illusion axiologique ordinaire, condition nécessaire en effet pour cheminer vers la puissance selon Spinoza.